Top sur Top, le podcast du peuple du ping français. Salut à toutes et à tous, c'est Noah Thomas, vous êtes bien en Top sur Top, votre podcast de débat d'opinion ping hebdomadaire, et moi je suis accompagné comme de coutume de Foucault Simonin. Salut Foucault, comment ça va? Salut Noah, ça va et toi? Bah ouais, ça va super, et forcément on est à J-2 des championnats de France, donc j'ai hâte, je pense qu'on a tous hâte, et oui, ça va très bien. Donc comme je t'ai dit, on est à J-2 de l'édition 2026 des championnats de France, c'est forcément notre petit bonbon annuel de 3 jours qu'on va vivre ce week-end du 12 au 14 juin. Cette année en plus, il se déroule exceptionnellement quelques mois plus tard que d'habitude, mais c'est pas pour nous déplaire, puisqu'il vient s'ajouter à la liste d'événements sportifs estivaux qui nous font vibrer entre juin et août, Roland-Garros, Tour de France, Coupe du Monde de foot, Wimbledon, et j'en passe évidemment. Puis en plus, cet opus des championnats de France sera singulier parce que aucun vainqueur n'est clairement dessiné dans les différents tableaux, bien que certains joueurs et joueuses se sont démarqués ces derniers mois. Et Foucault, on peut le dire, le niveau chez les hommes n'a jamais semblé aussi haut et aussi homogène. Je me permets quand même de vous citer quelques noms chez les hommes. On a forcément Félix Lebrun, derrière on a Alexis, Simon, Flavien Coton, Thibaut Porret, Joe Seyfried, Lilian Bardet. On n'aurait jamais pu penser quelques mois auparavant, ou quelques années, quelques mois auparavant, qu'un quart de finaliste de Grand Smash serait entre guillemets seulement tête de série numéro 7 des France. Puis derrière, on a encore des joueurs qui ont quand même un pédigré assez conséquent, entre Gianna Couzu, Jules Roland, Antoine Achard, Florian Bourrasso, Esteban Dor. Et puis même quand on descend un peu, on peut trouver Alexis Correcchi ou Léo Denodres, Rémi Béclu. Voilà, on a de très bons joueurs qui vont être alignés. Malheureusement, Romain Rubis n'en fera pas partie puisqu'il a annoncé son forfait là il y a quelques heures avant qu'on enregistre le podcast. Il sera donc remplacé puisqu'il a annoncé là donc quelques heures avant la date butoir. Et puis dans le tableau féminin, ça va être plus indécis que jamais entre Pritika qui est un peu en manque de repères et de nombreux jeunes qui vont arriver avec une seule idée en tête, celle de bousculer l'ordre établi. Puis on aura forcément d'autres joueuses qui auront aussi envie de les remporter et qui ont l'étoffe, qui ont les épaules pour remporter ces championnats de France. Donc c'est très bien. Des joueuses qui sont pas forcément très jeunes, mais qui peuvent aujourd'hui encore prétendre à un titre largement et amplement à un titre de championne de France. Je pense par exemple à une Audrey Zarif ou à des Sœurs Lutz qui sont aujourd'hui encore quand même assez jeunes et que j'ai pas forcément pris le temps de citer. Dans le tableau de double femme, la donne sera plus ou moins la même qu'ensemble, alors que chez les messieurs, Félix ne participera pas au tableau de double. Enfin, si, il y participera, mais sans son frère, préférant donc se ménager, mais il participera bien avec Grégoire Jean, son coéquipier de Montpellier. Mais la Team Rocket sera bien de la partie avec Esteban Dor et Florian Bourrasso. Ils seront donc favoris, mais Félix et Grégoire Jean seront en embuscade. On aura aussi forcément le double qui nous fait un peu rêver sur le circuit secondaire, le circuit des feeders avec Jules Roland et Léo Denodres, qui est seulement tête de série 5, puisqu'on a aussi Joe Seyfried et Hugo Deschamps en tête de série 4. Donc voilà, il y en aura un peu pour tous les plaisirs. Et puis Foucault, par contre, le seul tableau qui semble peut-être, faut quand même se montrer un peu mesuré au vu de la densité accrue de talent et de niveau cette année, le seul tableau qui semble promis à une paire, c'est celui de double mixte, qui sont promis donc à Charlotte Lutz et Flavien Coton, déjà vainqueurs l'an passé. Alors Foucault, selon toi, qui succédera donc à Charlotte Lutz et Flavien Coton, ainsi qu'à Félix Lebrun, Pauline Chasselin en simple, et les frères Lebrun et Anaïs Salpin et Pauline Chasselin, encore une fois, en double. Alors, du côté du simple, c'est vrai que le simple monsieur a aujourd'hui un niveau qui est vraiment très fort. Je pense qu'on est sur allez, on va dire un gros contender, voire un star contender en termes de niveau. Moi, je pense que je vois bien un back-to-back de Félix revenir, sachant que je trouve que Alexis est quand même moins en forme ces derniers mois. Et je le vois bien si je peux voir une finale contre Flavien Coton qui est très très en forme aussi. Mais en tout cas, je pense qu'on aura très rapidement de très beaux matchs en simple monsieur. Et c'est une année plus intéressante encore que l'année dernière. Et ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un aussi gros niveau sur du simple monsieur dans ces championnats de France.
Pour le simple dame, ça ressemble dans l'idée à peu près à l'année dernière, avec une Pritika Parade pas forcément super forme, et, Charlotte Lutz et Camille Lutz en embuscade, à part que les deux sœurs Lutz sont peut-être plus en forme que l'année dernière. Donc c'est pour ça que moi je vois quand même bien Camille Lutz remporter comme il y a 2 ans. Je vois pas une surprise avec une police Asselin comme l'année dernière. Non, là je vois une des sœurs Lutz et donc une petite préférence peut-être pour Camille. Du côté des doubles, pour moi double monsieur c'est un tableau où pour moi il n'y aura pas trop de suspense parce que je vois dans les Bourrasso largement au-dessus du tableau. Même s'il y a Félix et Grégoire Jean, mais ils n'ont pas une expérience pareille en double. Et pour moi, c'est le tableau, ça sera peut-être le moins serré. Parce qu'à l'inverse, le double mix, toi, tu le vois promis à Coton et Lutz. Faut pas oublier Auchard et Poré, je pense que c'est un très bon double aussi. Alors moi, je vois aussi Coton et Lutz gagner. Mais avec Poré, Auchard, même Pavad à Couson, on a quand même des doubles mix qui sont pas trop mal. Après, c'est dommage parce que, bon, très rapidement, on commence au quart, et après, on demi-finale, donc c'est très rapide le tableau double mixte. C'est ça, j'ai Et du. vérifié, mais il n'y a que 8 paires, donc une victoire et c'est la médaille. Ouais, exactement. Et du côté du double femme, moi, je vois bien une victoire un peu de la jeunesse avec deux joueuses qui se connaissent très bien, donc Auchard et Gyozeng. Je trouve que c'est très équilibré dans ce double dame et je me dis qu'elles peuvent se frayer un chemin. Et c'est vrai que l'année dernière on avait eu Anaïs Alpin et Pauline Fasselin, mais là je vois bien Auchard et Gyozeng aller loin en simple et gagner en double. Bah, moi, je trouve que ce qui est intéressant sur cette édition, c'est qu'il y a justement pas un seul match où si tu me mets devant, je vais pas avoir envie de le regarder. Je pense que tous les matchs peuvent être intéressants, ou tout du moins en simple, tu vois. Parce que ça m'étonnerait que, enfin, vraiment, même sur les matchs de barrage, parce qu'on aura, je l'ai pas précisé, mais on aura un premier tour pour tous les joueurs des places 17 à 48 en simple qui s'affronteront donc pour un tour entre guillemets de barrage avant de jouer les têtes de série, donc en 16e de finale, donc de 1 à 16. Et puis en double, ce sera pareil, mais avec jusqu'à 24 cette fois, donc de 17 à 24. Non, pardon, de 9 à 24. Mais en simple, moi, vraiment chez les hommes, il y a très peu de matchs où je peux me dire, j'ai pas envie de regarder ce match-là, tu vois. Même s'il y a un bon match sur la table 1, un match plutôt, enfin, inférieur en termes de niveau supposé, pourrait me sembler très intéressant. Parce que, enfin, il n'y a pas un mec vraiment sur la liste des 48 où j'ai pas envie de le voir. Par exemple, je regarde à la fin, je vois Richard Warin ou Warin, je sais pas comment ça se prononce, désolé, mais en numéro 47. Moi, j'ai très envie de voir un match de Rija. Pareil, 43 Noah Vitel ou 45 Nathan Doucinet. Nathan Doucinet, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, champion de France U19 cette année. Ça me donne vraiment envie de le voir. Il y a très peu de joueurs que j'ai pas envie de voir. Même 38, Martin Bechler. C'était pas un joueur que je connaissais beaucoup avant le Feeder d'Edmond. Et je vais pas dire que j'ai regardé, j'ai scruté tous ces matchs, tous ces sets. Mais c'est un joueur qui m'a donné envie d'en voir plus, par exemple. Et c'est pour ça que moi, je trouve que ça va être une compète qui va être très intéressante parce que je vais en plus, enfin forcément comme c'est les Français, mais je vais plus avoir envie de regarder certains matchs que des matchs relevés sur un contender, star contender comme tu l'as dit. Il y a un niveau qui va être très très haut. Et et puis chez les femmes, c'est très indécis, très indécis. Franchement, je sais pas, j'ai envie de mettre une petite pièce sur allez, un quart de finale avec au moins 4 joueuses de moins de 20 ans. Alors c'est un pronostic qui est un peu étrange, mais pour moi je vois bien la place à une Nina, je vois bien la place, enfin la place pour d'ailleurs pour une Nina, la place pour une Leana, la place même pour une Jadioun. Voilà, donc pour moi, franchement, c'est possible. Et puis, c'est pareil, en fait, chez les femmes, il y a pas mal de matchs que je vais trouver intéressants. Donc voilà, pour moi, ça s'annonce être une compétition très intéressante. Par contre, chez les hommes, parce qu'après, quand on part plutôt à parler des derniers matchs de ce qui va nous intéresser le plus, moi, je vois Flavien Coton remporter ses premiers championnats de France, Foucault.
Mais pour revenir, c'est vrai que je trouve le tableau simple dames très dur à pronostiquer parce que t'as aucune joueuse qui vient sur ces championnats de France avec des bases super solides. T'as Pavard qui avait fait des excellents mondiaux, mais qui après a pas fait des super perfs. Et donc on se dit, bon, ok, quel Pavard on va voir. Pareil, quelle Charlotte on va voir. On, on a des joueuses qui finalement peuvent faire des grosses perfs et faire aussi des beaucoup moins grosses perfs, comme on a vu aussi dans les championnats de France l'année dernière. Et donc, je le trouve très indécis et donc très intéressant ce tableau. Alors que par conséquent, même s'il y a un gros niveau sur le tableau simple monsieur, par exemple, je vois pas Félix ne pas aller très loin, quoi. Il peut perdre pour moi contre Flavia Coton, mais par exemple, je vois pas Félix perdre contre un Joël Seyfried. Et les j'ai pas ces mêmes certitudes sur le simple dame. Par exemple, Pavad, pour moi, peut large perdre contre une Pauline Chasselin, une Léana Auchard, même une Nina Golazeng comme l'année dernière. Ça, Donc c'est sur ça qu'il est. t'as l'antécédent de l'année dernière. Surtout pour Ouais, Pascal. Même pour l'ensemble des ouais, surprises qu'on ouais. avait eu l'année dernière. Et t'as aucune joueuse qui arrive dans une forme stratosphérique. Alors que le simple homme, Félix, il arrive dans une sacrée forme quand même. Ouais. Et même Flavien, même s'il a fait là son Oui, contender, le dernier qu'il a joué, c'était un peu en demi-teinte, on n'a pas vraiment vu Flavien. On l'a même en double, j'étais un peu déçu par son niveau de jeu. Mais à part ça, enfin c'est un peu un contender parmi tant d'autres, on l'oublie. Là, il est reparti, je pense, sur la préparation des France. C'est un de ses objectifs de sa saison. Ouais, on va vite oublier Skopje, on va passer à autre chose. Et je trouve que Flavien arrive à un très gros niveau. J'ai Tu parlais de certitude, justement, j'ai vraiment aucune certitude sur Alexis. Et c'est peut-être ce qui m'inquiète le plus sur l'ensemble de la compète. bah, moi j'ai aucune certitude sur Alexis, mais j'en ai aucune sur Simon aussi, hein. Ah, encore, Sur. encore moins. J'ai peut-être plus de Ouais, certitude encore négative moins. sur Simon. Parce que Simon, il est quand même vraiment pas du tout dans une grosse forme, je trouve. Euh, il a plusieurs éliminations compliquées. Même là, je trouve que c'était quand même poussif son contender. Il fait d'abord, il se fait éliminer par Kaladja. C'est dommage, on le voit pas dans la forme de sa vie. Et j'ai quand même l'impression que, mais pour voir si ça, s'il va voir, mais que ça lui a fait un petit quelque chose d'être avoir été relégué quatrième de cette équipe de France. Après à voir, mais même peut-être inconsciemment. Donc je suis pas très confiant sur ces championnats de France pour Simon, mais à lui de nous prouver le contraire. Mais en tout cas, quand tu vois les 8 premières têtes de série, c'est quand même super solide, quoi. Tiana Kuzu, là, aujourd'hui, il est 8ème, mais il y avait quand même une époque où il était numéro 2, quoi. Et sans trop de contestation, quoi. Même un Jules Roland, il est remplaçant au JO 2024, 9ème tête de série, ça veut dire quelque chose, quand même. Non, mais par rapport, en tout cas, à Simon, moi, j'ai l'impression de le répéter d'épisode en épisode et que ça va de mal en pis. C'est un problème de fraîcheur et c'est un problème de fraîcheur physique, tout simplement. J'ai pas l'impression, et c'est ce que je disais à Boris Abraham, l'entraîneur d'Enbon, quand j'avais été accrédité pour la finale de Pro A. J'ai l'impression, parce que justement, c'était une drôle de coïncidence, c'est qu'il y a que 2 matchs de Pro A que j'ai vus en présentiel cette année. Bah, justement, Rouen-Hennebon, le match aller, enfin de la phase aller de Pro A, donc match vers la quatrième, cinquième journée. Au Kindarena, pareil, bon, pas dans la même salle du Kindarena. Et là, la finale, pareil, Rouen-Hennebon au Kindarena, dans la plus grande salle. Et j'ai eu l'impression de voir Simon dans le même état physique. Aucun changement. Et donc forcément, quand Simon joue un Lilian en grande forme, ça pardonne pas. Quand Simon joue un Thibaut j'ai envie de dire en grande forme, sauf que quand on voit jouer Thibaut
comme il a joué lors de la finale de 3, on a juste l'impression que c'est Thibaut à un bon niveau, parce qu'aujourd'hui, il faut l'accepter, c'est le niveau de Thibaut, et puis Thibaut, il va falloir aussi compter sur lui, parce qu'on l'a pas encore évoqué, mais Thibaut, il arrive à un très très haut niveau sur ces championnats de France. Il va falloir faire du souci pour les 4 joueurs qui sont au-dessus, même pour ceux qui sont en dessous, s'ils le croisent sur leur route. Euh, et puis voilà, Simon, quand il est à ce niveau-là physique, il peut pas rivaliser avec un bon Lilian, enfin avec un très bon Lilian et avec un Thibaut qui est aujourd'hui en constante progression, mais à un niveau très élevé. Oui, là, où c'est inquiétant aussi, c'est qu'il perd contre des Français en ce moment, quoi. Donc il perd contre des concurrents directs. Mais ouais, je sais pas trop quoi en penser parce que je comprends aussi l'argument de l'entraîneur. Euh, ce qui rémunère aussi Simon, c'est le club. Et donc il se doit aussi jouer pour le club. Et à la fois, bah, il y a tout cette, ce circuit international. Donc c'est vrai que c'est toujours dur à gérer, mais quelquefois j'ai l'impression que ça va aussi un peu au-delà de ses fraîcheurs physiques parce que il a des moments de pause et je trouve que même quand il revient de ces moments de pause ou d'entraînement, il n'est pas forcément dans un pleine forme. Alors, par exemple, la Coupe du Monde, avant la Coupe du Monde, il me semble pas qu'il fait énormément de compétition et pourtant quand il vient, mais peut-être aussi il y avait une saison assez harassante. Et j'espère que ouais, ça ira mieux, en tout cas. Mais c'est vrai qu'il est de la plus la récupération que peut-être qu'il pouvait avoir avant et que peuvent avoir aujourd'hui, par exemple, des Lemois. La chose, c'est que l'âge commence à peser et qu'il faut composer avec, il faut l'accepter, tu vois. Alors que, enfin, Simon, il est pas non plus extrêmement vieux, hein. Enfin, il est même pas vieux tout court. Il a 31 ans Ah non, actuellement, non. il va bientôt sur ses 32. Et enfin, va falloir faire avec. Il peut pas. Enfin, moi j'ai trouvé ça très peu judicieux d'aller jouer ce tournoi à Skopje. Surtout quand on voit, et je trouve ça vraiment ridicule, mais quand on voit le nombre de joueurs qui parfois se retirent même pas une semaine à l'avance, je me suis dit mais pourquoi lui ne le ferait pas et ne profiterait pas justement de ce système qui permet de faire forfait sur un tournoi quelques jours ou quelques semaines à l'avance. Ouais, ouais, je suis assez d'accord. Je sais pas trop pourquoi il y allait jouer, mais il doit avoir ses raisons. Mais bon, sinon, ouais, je vois bien Thibaut faire un très beau parcours aussi. Faut quand même se méfier de lui Ouais, parce qu'on pareil. on va. Comment? Ouais, pareil. Je vois bien Thibaut aussi faire un gros parcours parce qu'il est en forme en ce moment. Et puis, malheur à celui qui tombera sur Léo de Nodresse, parce que Léo de Nodresse, je crois qu'il est numéro 27 ou quelque chose comme ça. Ah Et putain, ça il est veut dire numéro surtout qu'il va 27. devoir passer par leur tour, entre guillemets, enfin numéro 21, pardon, leur tour de qualif ou de Ah ouais, barrage, on l'appelle 21. comme on veut. Il y a Wow. très grande chance qu'il le remporte, ce barrage. Et puis, ça veut dire qu'il va devoir jouer en deuxième tour un des joueurs de 1 à 16. Et dans les joueurs de 1 à 16, j'en vois quand même une bonne tripotée qui sont inférieurs au niveau de jeu actuel de Léo, même si Léo, c'est pas la meilleure version de lui-même qu'on voit actuellement, mais ça va être très compliqué. Ah, par rapport à Andrea Gendrieux, par exemple, pour moi, Léo, il est bien au-dessus, quoi. Ouais, non, mais même Donc, avec c'est Fabrice étonnant Seko, son classement, en tout cas. comment? C'est étonnant son classement, en tout cas, mais... Oui, parce que c'est basé aussi pas mal sur les performances en championnat. Enfin, Ouais, le classement ouais, le classement des têtes de série, là, il est un peu. Il y a pas mal de facteurs différents, on va dire, pour le constituer. ouais, ouais, c'est clair. D'ailleurs, très étonnant, enfin, il fait une très bonne saison avec Fréjus, hein, mais très étonnant de voir Maxime-Antoine Michard, qui, je crois que Fréjus fait demi en Pro B. Alors certes, Oui, il est il a 23 énormément ans. contribué à cette épopée avec Fréjus, qui n'était pas destiné à finir en demi, mais qu'il soit numéro 23, c'est surprenant aussi. Les devant Rémi Vétlu, c'est vrai que Ouais. c'est vraiment... Et puis donc, ouais, Foucault, tu disais un truc? Ouais, il disait qu'il était devant Rémi Vétlu, c'est surprenant, quoi. Et puis donc, chez les femmes, tu disais victoire pour Camille, pour toi? Toujours pas de couronne pour Charlotte? Ouais, après, je le dis vraiment sans énormément de conviction. J'avoue que avant le podcast, je me suis posé et j'ai plusieurs fois changé d'avis. À un moment, j'étais en mode, ah, peut-être Léana Ochard. Et
dans la réalité, je pense que pas grand monde avait dit Chasselin l'année dernière, donc c'est super dur, moi je trouve. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que c'est dur à prévoir. Et une joueuse peut être en forme et vu qu'il n'y en a aucune qui a vraiment des certitudes, bah si une joueuse est en forme sur une compétition, bah elle peut se frayer en chemin jusqu'à loin, même jusqu'à la victoire quoi. Ce qui est moins le cas je trouve que chez les hommes. L'exemple de Romain Brard, il est pas mal l'année dernière où il fait un super parcours, mais bon après il peut rien faire quoi en demi. Il me semble qu'il perd en demi l'année dernière, on va voir. Donc Plutôt en quart. en quart, il perd contre Alexis, non, c'est ça? Ouais. Ouais, il perd contre Alexis, bah, tu vois. Et je pense que c'est un peu la destinée de ceux qui font un gros parcours chez les hommes, alors que chez les femmes, bah, une Anaïs Alpin, elle va jusqu'en finale, quoi. Euh, Alors qu'on l'attendait pas forcément, pas du tout à ce moment-là, à ce niveau, quoi. Et moi, vraiment, je l'ai déjà dit, mais je miserais beaucoup sur Jadieu, en tout cas sur un beau parcours. Je dis pas forcément la victoire finale, mais elle termine l'année en Pro B, si je dis pas de bêtises, seulement avec 2 défaites, notamment une contre Olga Vorobeva, qui sort un peu de nulle part, faut le dire. Olga Vorobeva, c'est une Russe qui joue à Lille, qui a fait seulement 2 rencontres cette saison, enfin, qui a participé seulement à 2 rencontres. Elle vit en vacances en France, elle fait un match, elle tôle tout le monde, pour le dire gentiment. Et sinon, une deuxième défaite contre Julia Takahashi. Julia Takahashi, quand même, dans le championnat français, c'est pas non plus n'importe qui. Donc, moi, vraiment, puis Jadion, je crois que c'est 2 titres cette année sur un circuit jeune en 2026. De bonnes performances, même en général, quand elle sort sur un circuit jeune. Elle m'avait fait encore une fois bonne impression au feeder de Lille déjà, puis au feeder d'Edmond. Feeder de Lille, elle sort des qualifs. À Edmond, elle pousse Pritika à la belle. C'est un gros match. Elle la met vraiment en difficulté. J'ai repensé pendant tout le match, j'ai repensé au match de Pritika contre Nina Gozeng. Je me suis dit, elle va le faire. Pritika n'arrive toujours pas contre les jeunes joueuses. Et finalement, c'est passé, mais vraiment de justesse. Donc, voilà. Jadioun, pour moi, ça fait au moins quart de finale cette année. Ouais, possible. Oui, c'est vrai qu'elle elle avait fait un très beau match contre Predica. Mais peut-être que la surprise en négatif, là, ça serait plutôt moi je dirais Predica quoi. Je vois bien Predica être sortie rapidement parce que je trouve qu'elle a toujours du mal dans ces contextes français, dans ces championnats de France. Donc alors elle a gagné en 2022 quand même, mais je parle plutôt de ces dernières années, et là on voit aussi à chaque fois qu'elle affronte une, une française, elle a des difficultés. Donc, si par contre, s'il y avait eu Diana, ça fait quand même un petit temps qu'elle ne les joue plus, je pense que Diana aurait été quand même grande favorite. Donc, je les trouve plus intéressantes, très intéressants ces choses à la France sans Diana. Et Pritika, il faut quand même préciser qu'elle n'a pas remporté un seul titre, ni en 2024, ni en 2025. Donc ça fait 2 années de disette consécutives pour une joueuse de sa trempe. C'est quand même surprenant. Et tu disais, voilà, dans ces contextes-là, avec uniquement des Françaises, ou quand elle joue des joueuses plus jeunes, c'est un peu compliqué. Mm. Et puis, Clairement, ouais. je sais pas, je suis peut-être un peu le fou du village, mais je vois bien Albano Rochu faire un beau parcours aussi. Alors, moi, je vais mettre une pièce sur Alexia Lodin, elle avait fait un beau parcours l'année dernière. Mm. Et j'avoue que moi j'adore les défenseurs, donc Alexia Lodin, Rémi Betlu, etc. Bon, je vois pas forcément Rémi Betlu aller très loin cette année. Mais Alexia Lodin, je pense qu'elle peut en gagner plus d'un. Moi je la vois bien faire un gros parcours. J'avoue que. C'est vrai qu'Agatha Lezo, elle fait une bonne saison là. Mais de là à faire un gros parcours en championnat de France, je suis pas sûr. Et donc, les tableaux de double, tu t'as dit que tu voyais quoi? Forcément pour toi, Esteban Dor et Florian Bourassa en double, messieurs. Aucune hésitation. Ouais. Ouais, pour moi il n'y a pas trop d'hésitation. Je trouve qu'ils assument plutôt bien une position de favori. Alors oui, ils ont perdu sur le dernier contender, mais ils perdent contre
Flavien et contre Simon, pour moi, il n'y a pas d'alerte principale, quoi. Ils perdent deux super joueurs qui jouent bien les deux en double, donc pour moi, il n'y a pas d'alerte. Et j'avoue que je les vois vraiment dessus de la mêlée, quoi. Et, et je me dis qu'ils viendront avec cette envie de gagner en ayant conscience. Et j'ai pas l'impression que quand ils sont favoris, ils s'effondrent, quoi. Dans les contenders, dans les feeders, etc. Je trouve qu'ils répondent à chaque fois présent. Et moi, je dirais qu'ils vont répondre présent aussi. Et ouais, pour moi, c'est peut-être le tableau où c'est plus évident. Après, peut-être que je vais me tromper, mais par exemple, moi, je vois pas du tout Félix Félix Lebrun aller à Titi. Je vois vraiment Félix, au-dessus, il moi. a quand même déjà remporté le championnat de France sans son frère en double avec Laurent Kova, c'était il y a 4 ans en 2022. Ouais, mais c'était il y a 4 ans. Je veux dire, aujourd'hui, je trouve qu'il y a une évolution aussi de dingue Mm. dans l'importance accordée au double, associé surtout à l'exemple, je pense, de Dor et de Bourassa, hein, où on a vu, ah, putain, deux joueurs, ok, deux joueurs pas trop top 100 mondial, et ça peut taper des demi de smash, ok. Et du coup, je pense que ça a donné pas mal d'idées à d'autres, et donc je pense que des doubles comme ça fait qui ont moins d'expérience, je pense que ça marcherait moins aujourd'hui, hein. Même en 2023, il y a Wesh et Kavaï qui gagnent. Je pense que ça serait des trucs qui seraient le genre de double qui gagneraient plus aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, il faut beaucoup plus d'expérience de double pour gagner en championnat de France qu'à l'époque, quoi. Et donc, par contre, on est d'accord, enfin, la potentielle finale, ou en tout cas la finale avant l'heure, pour moi, ils vont forcément s'affronter, si c'est en finale, en demi ou en quart, tout dépend du tirage. Ce sera Esté et Flo contre Jules Roland et Léo de Nodrest. Ouais, clairement. Alors, on termine quand même avec le double dame et le double mix avant de conclure le podcast. Double dame, franchement, je suis d'accord avec toi. Alors que tu vois pas tant de surprises enfin, tu vois pas de surprise en tout cas en simple homme. Là, on est plutôt d'accord sur la surprise. Léana Auchard et Nagozeng, c'est un double qui fonctionne plutôt bien. Dès qu'elles jouent ensemble les compètes de jeunes, la plupart du temps, elles les remportent. Pas mal de titres européens, un C'est bon un niveau des. de jeu. En plus, il y a pas de, pour le coup, en double dame, il n'y a pas de paire qui se démarque vraiment. À part Anaïs Salpin et Pauline Chasselin. J'ai pas beaucoup de certitude pareil sur Audrey Zarif et Camille Lutz. Donc, ouais, je suis plutôt d'accord avec toi à ce niveau-là. Ouais, pour moi, il y a aucune. C'est une des paires les plus expérimentées, on va dire, en termes de. Qui jouent souvent ensemble. Zarif et Camille, j'ai pas beaucoup de souvenirs de matchs ensemble, ni de paires. Et après, je pense que les deuxièmes, ce sera Salpa et Chata qui vont gagner l'année dernière, donc on sait que c'est solide. Mais quand tu vois le tableau, moi je me dis vraiment qu'il n'y a rien d'impossible pour elle, et ça ferait plaisir d'avoir des aussi jeunes joueuses à aller gagner des championnats de France. Et donc, on conclut avec le double mixte. On l'a dit, seulement 8 paires. T'es- tu- Toi, t'es plutôt sur Thibaut Porel et Anna Auchard. Non, moi je reste je pense quand même que ça sera Flavien Coto et Charlotte Lutz. Je dis juste qu'il ne faut pas les sous-estimer au Char et Poré, parce que ça joue aussi très bien. Rochard, c'est une très bonne joueuse de double, et donc je pense que ça peut faire quelque chose. Il y a aussi Akuzu Pavad qui peut être pas mal aussi, Ouais. de gros joueurs. Mais je pense quand même que Charlotte et Fabien, du fait de leur expérience, de leur niveau de jeu respectif, vont gagner. Je regrette encore une fois qu'il n'y ait que 8 paires, mais bon, c'est comme ça. Ça montre aussi quand même qu'il y a moins d'intérêt pour le double mixte et même pour le double femme. On a l'impression qu'il y a certaines paires qui sont faites à la va-vite sur un coup de tête, mais que par contre en double homme, on aura vraiment beaucoup de spectacles et que ça va être très intéressant à suivre. Et je trouve ça quand même un peu étonnant, moi, perso. Parce que le double mix, c'est peut-être un endroit où il y aura le plus de disponibilité, pas forcément que pour des JO, mais pour d'autres occasions. On n'a pas aujourd'hui un double mix qui est monstrueux, qui domine la planète,
même la France. Et donc je trouve ça étonnant aujourd'hui qu'on ait des joueuses et des joueurs qui sous-estiment autant ça. Je sais pas trop à quoi c'est dû et je trouve ça dommage parce que je pense que un joueur et une joueuse qui se concentrent sur ça pourrait faire des grosses perfs. Je voudrais quand même, avant qu'on conclue le podcast, parler de la diffusion sur France TV. C'est vrai que du coup ça va être sur la chaîne Sport et on va retrouver, je pense, un peu une vibe un peu RMC Sport parce que alors je sais pas si tu avais vu notamment la chaîne Sport pendant il y a eu Roland Garros, il y a eu les JO aussi en 2024 où il y avait ça, où il y a un chat. Alors c'est un chat où t'es anonyme, chacun est anonyme donc on n'a pas les noms, mais où tu peux avoir quand même discuté en direct, En plus, qui t'es est, anonyme, t'as qui un est nom très sympa. d'animal, quoi. C'est un peu farfelu, Oui, mais t'as un nom d'animal, un t'as un nom animal, un d'animal, adjectif. mais, euh, mais on pourra peut-être retrouver un peu ça et globalement je trouve ça plutôt bien, sachant que les finales seront sur France 4. Ça, je trouve ça un peu dommage parce que France 4 c'est quand même pas. Je trouve qu'une chaîne d'équipe par exemple ça offre quand même plus de visibilité qu'un France 4 parce que malheureusement pas grand monde regarde France 4. Hein. Tu penses que France 4 donne plus de visibilité que la chaîne Sport ou un peu moins? Quand même Ah plus, oui, non? si, plus quand même. Ah, chaîne sport, c'est numérique. Hein. Chaîne sport, faut aller. Bah, à partir du moment où il faut aller chercher un truc et pas ce truc-là, France 4, tu peux zapper dessus. Alors que la chaîne sport, faut que tu ailles sur le site de France TV pour la trouver. Donc, faut faire l'effort de savoir où c'est diffusé et y aller. Donc, oui, non, c'est mieux France 4 quand même. Mais bon, j'aurais adoré France 2, même si je pense que c'était plus improbable. Et t'avais peut-être un France 3 où on était quand même plus. Pareil, que le fait que ça soit sur la 3 et si on n'est pas sur la 14, hein, c'est tout bête, hein, mais ça joue quand même beaucoup hein, sur le fait que. Sur le zapping, hein, qui. Mais. Mais voilà. Donc c'est quand même, ça reste quand même, je trouve, une diffusion intéressante et à voir si ça va plaire aux passionnés. Non, mais d'ailleurs, par rapport à la diffusion, je trouve plus son nom, j'étais en train de le chercher, mais il y a enfin, dans les commentateurs, il y aura un des présentateurs de Roland Garros. J'ai vraiment plus son nom, je suis désolé, j'arrive pas à mettre un nom sur lui, mais donc on voit comment on est presque logé à la même enseigne que Roland Garros pour les championnats de France, ce qui est quand même une bonne évolution pour notre sport et c'est bien qu'on aille dans ce sens-là et en plus avec un chat, c'est encore mieux. Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Et puis même si on n'est pas forcément les plus enclins à ce que l'équipe diffuse tous les événements de notre sport, l'équipe a quand même diffusé la finale de Pro A, donc c'est une petite avancée. Et ça fait quand même plaisir de voir que les chaînes, en tout cas, qui sont plus grand public, même si on reste sur des chaînes de sport, mais qui sont plus connues de tous et plus populaires, s'ouvrent à notre sport. C'est sûr que Et, ça fait du bien. et puis on s'en rend pas Ça fait un forcément. apport. Ouais. Puis on s'en rend vraiment pas forcément compte en tant que passionné parce que nous on regardait avant aussi. Mais moi j'entends parler aussi des gens qui suivaient pas le ping avant, qui me disent ah maintenant que c'est sur la chaîne de l'équipe, j'arrive à facilement suivre parce qu'effectivement, dans un sens, quand c'est diffusé sur France 4, quand c'est diffusé sur la chaîne de l'équipe, t'as pas besoin d'aller chercher le, le- de faire en sorte de regarder ça, de s'informer sur l'horaire, bah tu peux zapper et là boum tu tombes dessus. Donc ça joue beaucoup, on s'en rend pas forcément compte en tant que passionné, mais moi j'ai des gens qui me disent ah oui bah, je suis tombé sur ça, j'ai regardé, et donc finalement ça apporte des gens. Et puis même pour les gens, je trouve qu'ils sont moins habitués des nouvelles technologies, le fait de diffuser qu'une seule table pour l'équipe, même si nous on y est un peu opposé, comme on préférerait qu'ils puissent tout diffuser et zapper comme le faisait RMC à l'époque, pour ces gens-là qui sont, enfin on va le dire, les personnes souvent plus âgées ou les gens qui sont moins habitués aux nouvelles technologies et qui sont pas forcément âgés, pour eux, je pense que c'est plus accessible et plus facile que l'équipe ne diffuse qu'une seule table. Ouais. Mais après si c'est le cas, faudrait que l'équipe et la WTT se mettent d'accord pour que on ait accès aux autres tables sur le YouTube de WTT, mais
Ça, je ne sais pas à qui c'est dû, à quoi c'est dû, mais c'est vrai que c'est dommage qu'on n'ait pas accès aux autres tables, quoi. Mais bon, voilà, en tout cas, à moins que tu aies une dernière chose à dire, je pense qu'on va bien pouvoir se régaler à Non, partir de vendredi. En plus, je vous le dis en exclusivité, enfin, c'est la première fois qu'on le dit, mais Pierrick Musset sera sur place, comme il l'avait été pour le Feeder de Lille, et comme il l'avait été pour le Youth Contender et pour le début du Youth Star Contender de Metz. Donc voilà, il va faire du très bon contenu comme il a l'habitude de le faire, et puis vous pourrez être au plus proche des acteurs de ces championnats de France 2026 et on a hâte de les suivre, je pense, tout comme vous. Donc voilà, merci Foucault pour cet épisode. Et puis, celui-là était plus court que d'habitude. On en fera sûrement un peu plus long pour le débrief. Damien sera sûrement avec nous pour le faire. Et puis voilà, merci. On se dit à la prochaine. Salut. Salut à tous. C'était Top sur Top.